Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Match sur la 2, une émission qui sera consacrée ce soir à l'automobile. Mais auparavant, je voudrais vous donner un résultat de football qui nous intéresse puisque mercredi dernier, nous suivions sur cette antenne une rencontre de la finale inter-européenne qui opposait l'AC Milan chez lui contre l'Ajax d'Amsterdam et les Italiens avaient gagné 1-0. Et bien ce soir, c'était le match revanche. L'Ajax d'Amsterdam a battu l'AC Milan sur le score de 6-0. Les buts ont été marqués par Mulder, Kaiser, Neskens, Rep, Muren et Hahn. C'est un score assez surprenant dans ce genre de finale. Je vous ai dit que l'émission était consacrée à l'automobile. Stéphane Collaro est auprès de moi parce que Stéphane, la saison de Formule 1 s'est ouverte en Argentine et vous en revenez. C'était le premier Grand Prix de la saison. Il se disputait à Buenos Aires. Dans le cœur de chaque habitant de Buenos Aires, on a l'impression qu'il y a un pilote de Formule 1 qui sommeille, ce qui fait qu'il y a une circulation assez mouvementée dans les rues de la capitale argentine. Ils ont d'ailleurs commencé ce reportage en effectuant le trajet entre leur hôtel et le circuit avec 3 des 5 pilotes français qui sont désormais engagés en Grand Prix, Beltoise, Pescarolo et Jarier. Vous allez voir que ça ne manque pas de piquant. Ils sont partis. Ça devrait venir. Ouais. Ils sont partis en avance là. Alors que généralement, vous savez que les pilotes arrivent souvent au dernier moment sur le circuit, au grand désespoir des directeurs d'écurie. Attends, maintenant je vous montre la technique, les mecs. Je vous montre la technique pour les croisements ici, parce que vous connaissez peut-être pas. Non, mais je t'explique la technique. Parce que tu vas pas pouvoir le filmer. Alors la technique, t'arrives, et tu sais toujours, par exemple, là les voitures viennent de la gauche. Ouais. Alors, attends, je vais t'expliquer le prochain coup. Tu vas voir. Bon, attends, regarde. Tiens. Attends, on va te regarde. Là les voitures viennent de la droite. Donc là, faut toujours préparer, voilà. Attends, t'as pigé, Jean-Pierre? Ouais. Non, attends, on va le refaire, explique. Non, tu vas voir. Sans voir le croisement. Sans voir le croisement, je te dis. Je te dis d'où viennent les voitures. Ah, il y a un truc qu'il n'avait pas compris, Jean-Pierre. Et il peut pas deviner, il peut pas deviner. Et il peut pas deviner, hein. Là, c'est dur, hein. Parce De que, la droite, elle vient. il arrive à la fin d'être au combat. Ouais, c'est possible. Mais normalement, moi j'allais beaucoup plus longtemps à gauche et puis... Et après on revenait... Mais ça doit aller par là aussi. De toute façon, on a à peu près 2 heures pour trouver. Regarde si c'est génial. On va tout prendre dans la gueule, je peux te dire. J'ai envie de fermer le toit. Regarde si c'est génial. Je pense que c'est bon. Alors tu vois, c'est ça qui inonde la route, c'est cette merde là. Et au moment, le mec il commence à nous prendre en chasse et il met en route une sirène. Il a manqué cette année. En France, on était au poste. Là, c'était dans le silence. Donc le mec il rêvait un peu, hein. Il a dû se sentir un peu coupable quand même. Tu vois, il avait ça aussi. Pescarolo, Beltoise. Está bien, muy bien. Dans les señor. corridors Muy bien. français. Suerte. Grazie. Nous voici donc sur le circuit de Buenos Aires, un très beau circuit, 6 km, des difficultés de pilotage très variées. Et comme d'habitude, en début de saison, notre premier souci a été de faire le tour des différents teams qui alignent tous des nouveautés. Et pour commencer, l'écurie britannique BRM qui aligne cette année 3 pilotes français. Pour Henri Pescarolo, c'est le grand retour à la Formule 1 après 1 an d'absence. Henri, j'ai l'impression que la Formule 1, c'est ce qui comptait avant tout pour vous. Je veux dire que ça me manquait beaucoup. Une année sans Formule 1, ça commençait à être vraiment long. Et ce à quoi je tenais absolument, c'est rentrer dans une bonne équipe de Formule 1. Je suis rentré chez BRM. Je ne sais pas si c'est une très bonne équipe. En tout cas, je pense qu'on devrait avoir des résultats valables. Et en plus, je fais équipe avec Jean-Pierre Beltoise. Je suis très content. Dites-moi, est-ce que les mécanos de chez BRM, par exemple, ne sont pas surpris de trouver 3 pilotes français dans une écurie typiquement anglaise? Je crois que tout le monde a été très surpris, mais de toute façon, pour les mécaniciens de BRM, ils étaient habitués depuis longtemps à ne plus avoir de pilotes anglais, puisqu'ils ont eu des pilotes de toutes les nationalités. Il y avait que Peter Gettin qui était anglais il y a 2 ans. Donc maintenant, ils ont 3 Français. Ça les surprend, mais ça n'a pas l'air de les déranger. Jean-Pierre Beltoise, après avoir longuement hésité, après même avoir envisagé de renoncer temporairement à la Formule 1, vous avez re-signé chez BRM.
Eh bien oui, j'ai re-signé chez BRM parce que, après avoir fait un essai, il m'a semblé que la voiture était beaucoup plus compétitive. Enfin, le moteur. Vous ne disposez pas de ce nouveau moteur encore ici? Hélas non, ici on ne dispose que d'un moteur intermédiaire entre le moteur de l'année dernière et le nouveau moteur. En fait, je croyais que ce moteur n'était pas très bien, d'après les chiffres qu'on m'avait annoncés, et d'après ce que j'ai pu voir après la première séance d'essai, il ne paraît pas mal du tout. Alors, j'espère que ce n'est pas une illusion, il faut que je voie avec d'autres voitures, et avec les temps qu'on n'a pas encore. Est-il vrai que vous aviez envisagé un moment de renoncer temporairement à la Formule 1? Oui, c'est vrai parce que... Oh, Fangio! C'est vrai car... Comment ça va? ¿Ça va bien? Très bien. ¿Eh? Ok. Te espero que À tout à l'heure, oui. C'est tout à fait vrai car je pense que d'abord c'est trop dangereux de courir en Formule 1 quand on ne peut pas être dans les 10 premiers. De plus, pour le moral, c'est très mauvais. Et j'avais un petit peu envisagé si je ne pouvais pas trouver de voiture compétitive car je ne veux pas trop donner non plus de mauvaise image de moi. Et c'est toujours très difficile d'expliquer au public qui n'est pas très proche des coureurs pourquoi on n'est que 15e ou 18e comme ça m'est arrivé l'année dernière. Vous avez une autre satisfaction cette année, retrouver Henri Pescarolo comme coéquipier? Oui, bien sûr, c'est une grande satisfaction et j'espère que ce n'est pas moi qui devrais parler du célèbre tandem, mais je pense que nous ferons du bon travail ensemble. Le troisième pilote de BRM est un inédit, François Migaud, qui accède à la Formule 1 grâce à une aide financière très particulière, celle d'un biologiste, Pierre-Marie Pinvin, qui se livrera à travers lui à une étude scientifique du comportement d'un pilote de Formule 1. François Migaud a 29 ans, il est originaire du Mans. Il était déjà connu dans les milieux du sport puisqu'il a été sélectionné 3 fois en équipe de France d'athlétisme sur 100 mètres avec un record personnel en 10 secondes 5 millièmes. Dans la vie, il était professeur d'éducation physique. Qu'est-ce qui vous a amené, François, au sport automobile? Eh bien, étant originaire du Mans, c'est l'école Bugatti, où j'ai gagné la finale de l'école, ce qui m'a permis d'accéder directement à la Formule France. F1, je suppose que, comme pour beaucoup de pilotes, c'était votre but. Il est atteint. Maintenant, il reste à gagner et actuellement, c'est difficile. Il y a tout à refaire maintenant. Quand j'ai gagné l'école Bugatti, bon, je voulais accéder à la Formule 1. Maintenant, j'y suis et je repars comme un jeune premier pour me faire mes armes, apprendre mon métier et arriver à obtenir des bonnes places dans un championnat du monde dans les années futures. Écurie Tyrrell, un serment au cœur, bien sûr. 2 jeunes pilotes, Depailler et Scheckter, succèdent à François Sever et Jackie Stewart. Patrick Depailler, lui, a 29 ans, il est originaire de Clermont-Ferrand. Il a commencé par la moto, Patrick. J'ai fait 3 années de compétition internationale à moto et j'ai arrêté rapidement, faute de moyens. Et je voulais vivre du sport automobile, j'ai fait donc le violonchelle. Et après, vous avez été battu après une lutte serrée par François Sever, justement. Oui, on était très près l'un de l'autre et finalement il l'a emporté sur moi. Mais finalement j'ai été très chanceux d'être second derrière lui parce que lui il a gagné une voiture, moi j'ai gagné une place de pilote d'usine chez Alpine moi, pour 3 ans. Toute votre carrière ou presque s'est fait chez Alpine Renault jusqu'ici? Tout a commencé là, c'est vrai, et j'ai conduit jusqu'à l'année dernière, j'ai conduit pour Alpine Renault, sans arrêt. Vous avez déjà conduit en Formule 1 et justement dans cette équipe Tyrrell? J'ai fait le Grand Prix de France, ma première course en Formule 1, et j'ai fait aussi le Grand Prix des États-Unis en 72. Quelle est l'ambiance actuellement dans le team Tyrrell? Eh bien, Tyrrell a maintenant affaire à 2 jeunes pilotes. Joli Scheckter et vous? L'ambiance est très bonne, nous nous entendons très bien, mais nous sommes des learning drivers et il faut écouter M. Tyrrell. Donc, quelles sont les consignes qu'il vous le donne actuellement? D'être très prudent, des consignes de prudence et surtout de finir la course pour amasser un maximum d'expérience, puisqu'on n'a absolument rien à démontrer. Il faut seulement qu'on apprenne notre métier, et si on veut apprendre notre métier rapidement, il faut faire beaucoup de tours, donc finir des courses. Les McLaren d'usine sont désormais rouges et blanches.
Peu de modifications en fait sur les fameuses M23 redoutables la saison dernière, mais une recrue de choix, le Brésilien Emerson Fittipaldi, champion du monde 72, qui a quitté Lotus et sera associé au combatif Denny Hulme. Michael Wood s'alignera lui sur une McLaren M23 privée. Chez Lotus, toujours Peterson, mais la grande nouveauté s'appelle Jackie X. Le transfuge de chez Ferrari à Lotus, c'est finalement une chose assez magnifique. La voiture marche très bien. J'ai un contact tout à fait positif avec l'écurie Lotus. Ça se traduit par un 7e temps aux essais, c'est-à-dire que la voiture est une prise de contact très différente de ce que j'ai conduit jusqu'à présent. Il me faudra à mon avis 1 ou 2 courses pour m'habituer, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait. Chez Ferrari, après une saison 73 catastrophique, on a beaucoup revu la 312 B3, qui allait d'ailleurs faire grosse impression dès le début des essais, et on a engagé 2 nouveaux pilotes, l'espoir autrichien Niki Lauda et le bouillant Regazzoni, qui revient donc chez Ferrari après une année chez BRL. Et puis, regardez bien, la nouvelle Brabham BT44, on va beaucoup en parler durant la course, tout comme on va beaucoup parler du premier pilote Brabham, l'Argentin Carlos Rothman, dont chaque apparition sur le circuit est saluée par des chansons et par des volées de confettis. La police le garde jour et nuit, le public argentin ne veut surtout pas qu'on enlève sa nouvelle idole. Le deuxième pilote Brabham est un débutant, l'anglais Richard Roberts. James Hunt, révélation de l'an dernier, pilote toujours la March 731 sophistiquée du richissime Lord Hesketh, tandis qu'Oden Ganley et l'allemand Hans Stuck conduisent les nouvelles March 741. A quitté March pour la firme américaine Shadow. Ça ne s'est pas fait sans difficulté, je crois. Hein? Non, ça ne s'est pas fait sans difficulté, mais maintenant c'est fait. Et comme il n'y a que le sport qui compte, je crois que... Vous aviez signé un contrat de plusieurs années avec March, et on ne voulait pas vous laisser partir. Oui, c'est ça, et je pensais que si je voulais gagner des grands prix, il fallait que je rentre dans une écurie aussi compétitive que peut l'être Shadow, et avec un pilote expérimenté comme Revson. Et alors, on a eu un accord amiable grâce auquel j'ai pu rentrer dans cette équipe américaine. Une nouvelle marque en Formule 1, Lola, avec le vétéran Graham Hill et le débutant britannique Edwards. Chez Surtees, une nouvelle voiture, la TS16, et aux côtés de Carlos Pace, l'excellent pilote allemand Jochen Matz. Quant à l'ISO de Frank Williams, elle est pilotée par le pittoresque Arturo Merzario. À l'issue des essais, meilleur temps pour la Lotus de Ronnie Peterson, devant la Ferrari ressuscitée de Regazzoni et la prometteuse Shadow de Peter Revson, et ici un tête-à-queue de Lansing de Van Oppel, dernier temps de ses essais. Pour la course, les pilotes craignaient surtout la grosse chaleur. Déjà, quand il fait froid, on a toujours très chaud dans une voiture de course. Alors avec un temps comme ici, par 35 degrés à l'ombre, c'est très dur d'arriver à rester concentré pendant 2h30, tellement on est déshydraté, tellement la chaleur à l'intérieur de la voiture est insupportable. Je crois que ça va tenir là maintenant. Ça va. Ça va aller au début. Ça devrait aller. Et surtout sur nos voitures, nous avons les radiateurs d'eau placés à l'avant et on a au niveau des pédaliers une chaleur absolument torride, on se brûle les pieds pendant toute la course, ce qui arrange rien. Les années décidément ne semblent pas avoir de prise sur Jean-Manuel Fangio, 5 fois champion du monde, un record qui n'est pas près d'être battu. Idole de la foule argentine, il partage désormais la vedette avec Carlos Rothman, confiant, concentré, il porte les espoirs de 150 000 spectateurs. Attention au départ, c'est Ronnie Peterson qui va prendre le meilleur départ devant Hunt. Derrière, Regazzoni et Revson vont s'accrocher dans le premier virage, provoquant une belle panique qui entraînera l'abandon de Jarier et Revson et retardera Scheckter, Watson et Merzario. Avant même la fin du premier tour, James Hunt, numéro 24, a déjà débordé la Lotus numéro 1 de Peterson, qui précède Fittipaldi, Rothman, Elwood, X, Hulme, Pace, Lauda. On pointe ensuite Beltoise, Depailler et Merzario. Regazzoni, numéro 11, vous allez le voir, se retrouve en avant-dernière position. Deuxième tour, la foule se lève dans les tribunes. Hunt, en effet, en panne d'embrayage, a fait un tête-à-queue
Et derrière Peterson numéro 1, c'est Carlos Rothman, Brabham numéro 7, qui a réussi à prendre la deuxième place à Fittipaldi, McLaren numéro 5. Elwood, X, Hulme, Pache et Lauda suivent roue dans roue, puis Beltoise, Depailler et Gunley. Moins heureux, François Migaud, lui, va s'arrêter à son stand et repartira très attardé. Troisième tour, cette fois c'est un véritable hurlement dans la foule. Carlos Rothman a pris la tête et il emmène le groupe comprenant les 2 Lotus, les 3 McLaren, la Surtees de Pache et la Ferrari de Niki Lauda. Et l'enthousiasme du public redouble, car on s'aperçoit bien vite que Carlos Rothman et sa Brabham BT44 sont aujourd'hui inaccessibles. L'Argentin prend la bagatelle de 2 secondes au tour au meilleur de ses adversaires. Au 7e des 53 tours de la course, Rothman possède déjà 7 secondes d'avance. Et dans le groupe de ses poursuivants, toujours emmené par Peterson, numéro 1, il manque Fittipaldi, qui a dû s'arrêter, fil de bougie cassé. Un tour plus tard, c'est Denny Hulme, McLaren numéro 6, qui passe à l'attaque et va ravir la 2e place à Ronnie Peterson, Lotus numéro 1. Pache, en difficulté, sur la Surtees numéro 18, cède peu à peu, il abandonnera avant la mi-course. Un peu plus loin, Beltoise est 8e, il distance Depailler numéro 4 et Gunley. En 2e position, Denny Hulme continue à céder du terrain à Rothman, tandis que Jackie Inkster, Lotus numéro 2, s'est hissé en 3e position. Depailler s'est bien repris après un petit passage à vide, tandis que Regazzoni, sur la Ferrari numéro 11, a effectué un 2e tête à queue et entame une remontée sensationnelle qui lui vaudra le record du tour. Regazzoni. En tête, Rothman fait décidément la course de sa vie. Il est inapprochable. Au 20e tour, son avance sur Hulme est de 15 secondes. Et cette fois, c'est Lauda, numéro 12, qui passe à l'attaque. Il attaque la Lotus numéro 2 de Jackie Inkster, qui va d'ailleurs devoir s'arrêter sur crevaison, puis abandonnera un peu plus tard en panne d'embrayage. « 35e des 53 tours de la course, Rothman, la Brabham numéro 7, possède alors 26 secondes d'avance sur la McLaren numéro 6 de Denny Hulme. Le 3e, à 34 secondes, c'est Niki Lauda, inquiet, il surveille dans ses rétroviseurs le retour de son coéquipier, Regazzoni, Ferrari numéro 11. Les Lotus sont à la dérive. Peterson, aux prises avec des ennuis de tenue de route, va se faire ravir la 6e place par la BRM numéro 34 de Jean-Pierre Beltoise, qui fait lui aussi une très belle course. « 37e tour, un frisson dans le public. Regardez, la prise d'air de la Brabham de Rothman s'est décrochée. Un incident qui ne ralentit pas beaucoup la voiture de tête, qui maintient son avance sur Hulme, tandis que Lauda surveille toujours Regazzoni dans ses rétros. Regardez, la prise d'air de la Brabham se décroche de plus en plus, mais Rothman ne perd toujours pas de terrain sur Hulme, tandis que Lauda réussit à contenir Regazzoni. Plus que 3 tours à couvrir, le public survolté est maintenant presque certain de la victoire de Rothman, qui possède encore 20 secondes d'avance.
Avant-dernier tour, dans les tribunes on attend Rothman et c'est Holm qui passe. Il se présente devant une foule subitement silencieuse et consternée. Le malheureux Rothman, victime d'un fil de bougie débranché puis d'une panne d'essence dans le dernier tour, n'aura même pas la consolation de franchir la ligne d'arrivée. Derrière Holm, on trouvera les deux Ferrari de Lauda et Regazzoni, la McLaren d'Elwood, la BRM de Beltoise et la Tyrrell de Patrick Depailler, méritant 6e. Victoire heureuse pour un Denny Hulme épuisé qui va mettre plusieurs minutes avant d'être en état de savourer sa victoire. Et tandis que les trois premiers se dirigent vers la tribune où les attend le président Perron, la foule scande le nom de Lolle Rothman, nouvel héros de tout un peuple. Carlos Rothman, auquel le président Perron a promis une décoration, mais surtout une subvention pour le reste de la saison, et c'est, je crois, plus important encore pour lui. Stéphane Gollow, à la lumière de cette première épreuve, est-ce que l'on peut faire déjà un pronostic pour la saison? Ah oui, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas précisément éclairci les choses. On attendait les Lotus, les McLaren, et puis on a vu également la Brabham, on a vu les Ferrari, on a même vu la Surtees de Pache, la Shadow de Revson, qui a fait 300 mètres dans la course, mais qui avait été très prometteuse lors des essais. Alors maintenant, c'est très très difficile de faire un pronostic. Le seul pronostic que l'on puisse faire, c'est d'être pratiquement certain d'assister à de belles empoignades. J'ai une dépêche qui vient de tomber tout à l'heure. BMW envisage l'entrée en compétition en Formule 1. Est-ce que vous aviez quelque chose? Je suis pas bien surpris, mais je le savais déjà. Oui, en fait, nous avons vu Jochen Nerpach, qui est le directeur du service compétition de BMW, sur le circuit à Buenos Aires. Il prenait beaucoup de temps, il prenait beaucoup de contacts, et je crois que ça a présagé cette nouvelle. Alors, vous attendez donc à voir cette année sur les circuits? C'est pas impossible. Je ne sais pas si on aura un châssis BMW ou si BMW fera un accord avec une marque déjà en course pour livrer uniquement des moteurs. Il est question d'un spécialiste britannique en ce qui concerne le châssis. Ah, suite de l'affaire bientôt. Eh bien, nous suivrons cette affaire. Mesdames et messieurs, match sur la 2 est terminé. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. Merci de votre attention. Bonsoir. C'était Match sur la 2. Ingénieur du son, Bernard Denonin. Cadreur, Gilles Moiseau. Illustrateur sonore, Léon Nerville. Script, Sylvie Carré. Assistant réalisateur, Jacques Bertrand.